Je pense que la vraie révolution aujourd'hui, c'est de vivre sa vie, d'être pleinement soi-même. C'est peut-être l'acte le plus politique qu'on puisse faire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. Salut et bienvenue sur Première Ride, un podcast où je vais à la rencontre de personnes inspirées et inspirantes. Je suis Jeanne, artiste et humaine de ce qu'on appelle la génération Y, et qui peut-être comme vous ait souvent du mal à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Première Ride est une parenthèse d'échange, de témoignages, de construction et de déconstruction des cases dans lesquelles peut-être nous sommes. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Tata Quinzel, de son vrai nom Dimitri. Un artiste qui s'exerce dans différents contextes, qui nous parle d'amour, d'accomplissement personnel et de sa construction quotidienne qui façonne ses différents métiers. Salut Dim. Coucou. Ça va ? Ça va, ouais. Bon, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Dimitri, je suis chanteur et acteur, j'habite à Paris. J'ai 25 ans. Et qu'est-ce que je fais ? Je fais de la musique, j'ai composé un EP l'année dernière, monté sur scène pour la première fois pour ce projet-là. À côté, je gagne ma vie en faisant surtout du théâtre. Et donc voilà, là j'attends des résultats d'audition, j'ai des auditions que je dois passer prochainement aussi. Ouais. Donc voilà, des auditions en quoi ? Des auditions en théâtre, notamment. J'ai travaillé pour une troupe de théâtre, j'ai travaillé dans un film l'année dernière qui était un film en anglais, j'ai travaillé pour Disneyland, j'ai travaillé pour le Parc 1, 2, 3. Ce ne sont pas les pièces qui sont... Disons qu'en fait, mon ambition n'est pas de faire du théâtre, donc c'est juste que c'est un moyen vraiment agréable de gagner ma vie, et j'ai la chance de pouvoir faire ça. Donc je le fais parce que du coup ça reste dans un environnement artistique. Mais moi, mon ambition, mon rêve et vraiment ce que j'ai envie de réaliser, c'est de la musique, en tout cas au jour d'aujourd'hui, quoi, avec des clips aussi et des concerts. Donc voilà. Et ton EP, tu l'as terminé là actuellement l'EP, il est en... Disons que je vais pas le sortir sous forme d'EP, je pense qu'il va plutôt sortir sous forme... On va expliquer vite fait c'est quoi le concept de l'EP. Pour toi, l'EP, ouais. c'est un... C'est un projet entre 5 et 7 titres, quoi. C'est un petit album. C'est un petit album, un bébé album, mais qui fait entre 5 et 7 titres. Donc l'année dernière, j'ai composé ça avec un ami qui est aussi... oui, j'ai bossé avec lui, donc je lui ai amené des chansons et on les a produites tout au long de l'année 2017. J'ai présenté les chansons sur scène la première fois courant décembre, en 2017 aussi. Et puis là, je continue à composer. Je voudrais en fait travailler plus sur de la vidéo. Donc je compte pas forcément sortir ce projet soit en matériel, soit sur internet comme un objet EP, mais peut-être de sortir des chansons de manière différente et séparer les unes des autres, avec à chaque fois un visuel qui colle. Parce que j'ai beaucoup... mes influences lient forcément l'image à la musique, avant même d'ailleurs l'ère Facebook, Instagram, où vraiment maintenant tout est lié niveau image. J'ai toujours aimé les clips. C'est vraiment, je pense, le format audiovisuel que je préfère. Et je trouve que c'est possible de raconter beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un peu ce que je rêve de faire en ce moment, c'est des clips. Et toute la planète. Dans toute la planète, c'est cool. Donc ouais, tes projets vidéo, c'est autour du clip. Autour du clip sur mes titres. Ouais. D'accord, cool. Et comment t'en es arrivé là ? À vouloir faire des clips, je sais pas, en fait, je crois que ça fait longtemps que je veux faire des clips et d'ailleurs, je les ai pas encore faits. Là, je suis en phase de préparation, je travaille avec une artiste costumière pour travailler sur le visuel. T'es autoproduit ? Oui, non, ouais, j'ai pas de label pour l'instant. Et ouais, je crois que vraiment pour moi, je n'arrive pas à concevoir la musique sans un lien d'image. En tout cas, je trouve que ça apporte tellement. Et moi, j'aime tous les styles de musique en fait. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup de pop, du rock et du hip-hop, mais j'aime vraiment tous les styles. Donc en fait, pour moi, ce qui fait la différence, c'est l'artiste. Parce que c'est du très très bon, du très très bon reggae, ça existe, mais Bob Marley n'est pas sorti du lot pour rien. C'est parce que c'était quand même quelqu'un qui avait quelque chose d'assez prophétique, quoi, ou qui avait un discours extrêmement puissant, qui allait peut-être un peu plus loin que les autres. Donc du coup, je trouve que l'image sert aussi les artistes pour ça, à avoir des personnalités qui ressortent. Donc moi, c'est vrai que
Je trouve qu'il y a plein de super musique, mais quand il y a une personne qui sort un peu du lot aussi en étant une personnalité forte, ça me donne envie de continuer de la suivre. T'aspires à ça en tout cas. Oui. Ouais. Tu développes l'aspect visuel, musical. Est-ce que, du coup, dans l'aspect visuel, qu'est-ce qui se passe ? Disons que... Enfin, justement, est-ce qu'il y a... je sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a un personnage ? Est-ce qu'il y a un... C'est pas un personnage, c'est pas quelqu'un qui n'est pas moi. C'est moi sans la peur. C'est ce que je... On peut pas aller Enfin, comment dire, on peut pas être dans la vie en train de performer sans arrêt, alors que quand on est sur scène, je trouve qu'on va un peu au bout, pas au bout de qui on est, mais on peut se permettre d'être pleinement qui on est et de pas se limiter. Et dans la vie, je souhaite le faire, mais je pense que c'est l'histoire de toute une existence que d'arriver à le faire. Donc voilà, et il y a des costumes, il y a une volonté d'avoir vraiment une silhouette forte, de proposer vraiment des histoires aussi, parfois à travers les clips. Mais je dirais pas que c'est un personnage, je dirais que c'est C'est ton alter ego. Ou un aboutissement ponctuel. On peut pas tout le temps être au top, mais en tout cas c'est ce que j'ai envie de montrer. C'est pas forcément moi au top, mais un idéal de moi, je pense. Une version de moi qui se sent libre et qui... Et tu viens d'où au départ ? Au départ du départ. La légende. La légende commence. Je suis né à Paris, mais quand j'avais 2 ans, je suis né en 92, et quand j'avais 2 ans, mes parents donc, ont déménagé en Haute-Savoie, donc dans la montagne. Donc c'était bien quand j'étais petit, il y avait un environnement qui était quand même bien pour les enfants. Après, je me suis vite emmerdé, même si j'avais plein de potes et il y avait quand même des aspects très sympas. Pourquoi tu t'es emmerdé ? Parce que en fait j'avais pas envie de faire du scooter parce que j'avais trop peur, et du coup comme les distances étaient très longues entre chez moi et mes potes, je restais chez moi et je faisais pas grand chose. Donc mes parents devaient me traîner un peu partout, je devais forcer mes parents à m'emmener, et puis je trouve que c'était pas... Enfin moi j'avais déjà envie de venir habiter à Paris quand j'avais, je sais pas, 10 ans, parce que mes parents étant parisiens, on a toujours beaucoup de famille, on avait de la famille à Paris, donc on revenait souvent, et moi c'était une ville qui me plaisait énormément. Je trouvais ça incroyable d'avoir le métro, je trouvais ça incroyable de pouvoir se déplacer sans avoir de limites. Donc du coup c'est ce qui me donnait envie. Et j'ai des très bons amis en Haute-Savoie, je suis pas du tout en train de critiquer, mais c'est vrai que au bout d'un moment je trouvais que c'était assez limité. Il y avait Genève à côté qui était pas loin, donc c'est vrai qu'on avait quand même un accès à la culture digne d'une grosse ville, ce genre de choses, mais j'étais bien content de revenir à Paris. Donc après le bac, en fait, à 18 ans, je suis venu m'installer à Paris. Je suis pas parti depuis. D'accord. T'es venu faire quoi à Paris ? Je suis venu faire une école de chant, danse et théâtre qui s'appelle le Centre des Arts de la Seine, qui est dans le 15e arrondissement. Et c'était drôle parce qu'il y a vraiment une espèce de séparation. J'ai vraiment l'impression d'avoir 2 vies. Ma vie avant cette école et après. Je garde pas énormément de monde de mon... Comment dire, d'amis d'avant cette période-là. J'en ai quelques-uns très très forts qui sont restés, mais il y en a pas beaucoup. Et ouais, puis c'était vraiment... j'avais l'impression de renaître, quoi. C'est-à-dire que moi, je détestais l'école, ça m'emmerdait. J'avais la chance d'avoir des facilités, donc je pouvais pas trop travailler, tout en continuant de passer les classes. C'était le seul pacte que j'avais passé avec moi-même, c'était de ne jamais redoubler pour me barrer le plus vite possible. J'aurais pu sauter des classes, mais ça demandait de trop travailler, de trop s'impliquer, ça m'intéressait pas. Donc voilà, et ouais, effectivement, ensuite d'arriver pour ces études et de se lever tous les matins et d'aller danser ou faire du théâtre ou travailler sa voix, c'était la vie que Enfin, c'est comme ça que je voyais la vie, quoi. Donc c'est ce que j'avais, donc c'était très très bien. J'ai vraiment... Et aujourd'hui, je me dis que j'ai vraiment eu raison de faire ça directement, de pas m'assurer... Enfin, ma mère et mon père m'ont toujours dit « Passe ton bac d'abord ». Là, c'est mon bac, parce que voilà, c'est... Mais après, ils m'ont laissé faire ce que je voulais, ça c'était bien. Je fais pas partie des artistes qui ont eu une famille qui s'est opposée à ce qu'ils voulaient faire. Moi, mes parents n'étaient pas complètement dans l'encouragement, mais en tout cas, ils m'ont dit « Si tu veux le faire, fais-le ». Ce sera pas forcément simple, mais tu peux pas ne pas essayer. Sinon, tu vas avoir les boules toute ta vie et avoir des regrets. Mmh. Donc, du coup, ça a vraiment été un tremplin pour moi, cette possibilité
c'était simple en fait d'envisager ce genre de choses. Et, euh, et où est-ce que j'en étais? Et du coup, c'est vrai que... Tu as commencé petit? Ouais, vers 8 ans. Et donc oui, après, à partir de ce moment-là, si tu veux, la majorité de mon temps restait de l'artistique. C'est-à-dire que pendant mes études, j'ai fait de l'artistique. Après, pendant mes études, je bossais, j'avais des petits boulots à côté et tout. Après, j'ai bossé pendant 1 an la nuit dans un hôtel comme veilleur de nuit. C'est une expérience très intéressante, assez particulière, de vivre 1 an la nuit. Mais c'était d'ailleurs très très intéressant de voir les gens qui vivent à l'envers, euh, de rester éveillé quand personne ne l'est. Enfin, on a le temps de beaucoup beaucoup avoir de réflexion sur la vie, sur tout ça. Et puis après, j'ai arrêté de travailler là-bas et quelques mois après, j'ai eu mon premier gros contrat sur une grosse saison pour Disneyland Paris dans un spectacle qui se jouait dans le parc. Et du coup, après ça, j'ai fait que de l'artistique, quoi. Avec des périodes beaucoup moins actives au niveau financier, parce que bon, je suis devenu intermittent du spectacle, mais par contre, même si j'étais pas sur des contrats, je travaillais sur mes albums, je travaillais sur mon concert ou ce genre de choses, donc j'étais toujours, depuis, j'ai fait que ça, quoi. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fier, mais aussi très très satisfait, c'est qu'en fait, assez vite, au final, je constate que j'ai pas trimé pendant des années à essayer de faire mes trucs et tout. Je suis quand même satisfait de pouvoir vivre d'artistique. Ça, c'est quelque chose de très très important pour moi. Et ton rapport avec tes parents maintenant qu'ils t'ont donné un peu la place enfin, qui t'ont pas encouragé, mais qui t'ont laissé faire? Ça se passe de mieux en mieux. Enfin, j'ai jamais eu j'ai eu des parents très cool. Vraiment je pense que j'ai eu des parents assez hors normes d'ailleurs, parce que quand j'entends des histoires de certains de mes potes, de ce que leurs parents ont pu leur dire ou de ce que des fois comment les parents peuvent s'opposer au désir des enfants de faire tel métier ou d'avoir tel type de vie. Moi, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai eu des parents extrêmement tolérants. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Alors, des fois, je pense que surtout ma mère s'inquiète quant à mon métier, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est moins stable, qui est moins stable qu'un métier plus classique où on est en entreprise ou quand on est fonctionnaire ou quand on est docteur ou peu importe. Donc du coup, voilà, il y a de l'inquiétude, mais au final, je pense qu'il commence aussi à s'y habituer. Et puis mon père est prof d'art plastique, et ma mère fait de la musique, joue du piano, chante, donc c'était quand même une famille pas d'artistes professionnels, mais en tout cas de gens très sensibles à ça et pour qui c'est important. Je pense qu'en tout cas ils reconnaissent que c'est un beau métier, quoi. C'est pas absurde pour eux, ça, quoi. Ils aiment ça. Donc c'est... Est-ce qu'il y a eu des personnes, t'as des personnalités qui t'ont influencé? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Raconte. Dans les personnes vraiment connues, tu veux dire, Connues ou pas, hein, tu vois, raconte-moi tes déclics. Dans ma vie, il y a eu des gens qui ont été très très importants pour moi, notamment il y a une personne. En fait, j'étais ado et j'avais des problèmes de dos. J'ai été faire des séances de kiné avec une dame qui s'appelle Béatrice et qui est devenue une très très bonne amie que je vois toujours, et en fait qui était aussi coach en développement personnel. Et du coup, très jeune, je sais pas, je dirais à partir de mes 12 ans, en fait, on discutait beaucoup beaucoup pendant les séances, on dépassait toujours des fois d'1 heure, elle ne comptait pas la séance d'ailleurs dans le dépassement, et on parlait, et vraiment je considère que vraiment j'ai eu un coach en développement personnel à partir ou une thérapie à partir de 12 ans. Donc ça a été, je pense, un cadeau mais tellement énorme, parce que ça m'a permis que mes relations soient tellement plus simples, en fait. Même avec mes parents, même si je pense que les relations les plus compliquées c'est peut-être celles avec la famille, et même si j'ai eu de la chance, c'est vrai qu'on a toujours je sais pas, peut-être l'envie d'être validé, l'envie d'être aimé, et le fait d'avoir eu cette rencontre et d'avoir appris énormément de choses à un jeune âge, c'est vrai que ça simplifie tellement tous mes rapports. C'est très très rare que dans ma vie j'ai des conflits. Mais en quoi ça les simplifie? Parce que tu sais comment te positionner, tu sais reconnaître les gens qui sont sincères, dans le sens où
où ils sont vraiment là pour partager un moment avec toi, que ce soit de l'ordre de professionnel, de l'amitié, et tu reconnais les gens qui sont là parce qu'ils ont envie de servir plutôt, je sais pas, je dirais leur ego, en fait, qui sont pas là pour faire avancer quelque chose, mais qui sont là pour combler une blessure. Et on apprend énormément, de toute façon, on est tous blessés quelque part, et on essaie tous je pense, de composer avec ça. Et moi déjà, je pense que ça m'a permis de penser mes plaies très jeune, et de là aujourd'hui, j'ai évidemment, il y a des moments d'angoisse, il y a des moments de trouble, mais déjà c'est très rare. Et j'ai l'impression que je peux enfin rencontrer les gens pour de vrai. C'est-à-dire que je rencontre pas les gens pour essayer de combler un manque chez moi. Je commence aujourd'hui, en tout cas après tout le travail que j'ai fait pendant toutes ces années, à pouvoir vraiment rencontrer les gens en m'intéressant à eux, en voulant vraiment savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent dans la vie. Et j'essaie pas de briller à travers mes rencontres. Je suis vraiment content juste d'avoir une nouvelle personne qui est belle, qui est nouvelle, qui est intéressante. Donc voilà. Est-ce clair ? Je ne sais pas, j'ai l'impression de pas être très clair. Donc en fait, ça t'a apporté un pouvoir d'analyse beaucoup plus sain et beaucoup plus précis, peut-être. Au pouvoir d'analyse, et puis aussi d'analyse sur les autres, mais aussi sur moi. C'est-à-dire que des fois, on va faire des choses en pensant que c'est ce qu'on veut. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut, c'est... on est conditionné. C'est ce qu'on peut, ou c'est ce qu'on pense vouloir, parce qu'en fait, on répond juste à une souffrance, à une espèce de schéma. Mais si j'obtiens ça, je serai en sécurité. Si j'obtiens le rire de cette personne à ma blague, je serai en sécurité parce que je serai aimé, parce que cette personne a ri à ma blague. J'obtiendrai une félicitation de telle personne, donc je suis validé. Alors qu'en fait, moi, ce que je vis aujourd'hui et les conclusions que j'en tire, c'est que je crois que t'en es plus au stade d'avoir envie de validation, ou besoin de validation. Je crois vraiment que là, j'arrive à un espace dans ma vie où les gens ne peuvent pas me blesser. Parce qu'il ne s'agit pas d'être aimé. Il s'agit de faire ce qu'on a à faire. Et d'ailleurs, en général, on est aimé. Voire, je pense qu'à chaque fois, si tu fais vraiment ce que tu as à faire, tu seras aimé. Pas forcément par les personnes sur lesquelles à qui tu voulais plaire, mais parce que ça relève de quelque chose de très égotique, de vouloir être validé par tel type de personne, de vouloir être dans une relation amoureuse avec une personne de tel milieu social, de telle couleur de peau, de telle religion. Je trouve que ça relève pas tellement de la vraie rencontre, ça relève des critères de ce qu'il faut avoir dans la vie pour être quelqu'un de bien. Et ça m'intéresse pas du tout Enfin, disons qu'il y a des critères, certains de ces critères ne me parlent pas du tout, et je les relèverai pas, et ce que les gens pensent ne me touche plus aujourd'hui, je crois. Même avec les parents ? Avec mes parents, c'est un peu moins simple, mais je commence aussi à sentir que je me détache. Ouais, je m'en détache de plus en plus. C'est les dernières personnes avec qui je pense qu'il y a encore quelque chose où j'ai envie de valider, mais en fait je réalise que moins j'essaie d'être validé et plus je fais mon truc, et plus ça transforme la situation, et plus au final on peut vraiment se parler, vraiment se rencontrer, vraiment, parce que oui, la rencontre avec le développement personnel que je fais très jeune fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression que je peux vraiment me pencher sur toutes les choses qui sont importantes pour moi dans la vie et commencer à travailler pour que ces choses là arrivent, qu'aussi à faire tomber des barrières internes. Je pense qu'on a tous des murs qu'on fait tomber au fur et à mesure de sa vie. Et plus le temps avance, là j'ai vraiment l'impression j'ai de moins en moins de choses à protéger, à cacher, à défendre. En fait, j'ai envie limite de faire tomber les barrières que j'ai en moi pour vraiment pouvoir éclore et réaliser le plus de choses possibles, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que dans l'artistique, on est constamment poussé à se poser ce genre de questions pour pouvoir avancer, pour pas être blasé, aussi pour pouvoir continuer à travailler, parce que je pense que ça demande de la fraîcheur, ça demande d'être capable, notamment en tant qu'acteur, de refaire des nouveaux rôles, d'aborder le travail d'une manière différente. Quand j'écris de la musique, j'écris mes textes qui sont en anglais, et c'est vrai que
j'ai besoin de vivre pour avoir des trucs à écrire, quoi. Ou d'avoir des réalisations fortes. C'est marrant, j'aimerais bien parler de ça parce qu'il y a un truc, moi, qui m'agace. C'est le cliché de l'artiste qui souffre, qui est obligé de souffrir, tu vois, pour créer, pour faire de l'œuvre, putain. Oui, c'est le romantisme, quoi, le romantisme. Ouais, je pense que... Je sais pas si c'est... Peut-être que c'est le début de l'enclenchement, enfin le début de l'engrenage, tu vois. Enfin, non, quand je dis romantisme, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui trouvent que c'est romantique, les artistes qui souffrent, qui a un côté... c'est beau, il a le spleen, il est mal. Mais effectivement, moi, alors après, je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de souffrance dans ma vie, c'est pas vrai. Je pense que j'ai écrit pas mal de choses qui pouvaient partir de la souffrance. Mais au final, les choses qui m'inspirent le plus, c'est quand je me libère de quelque chose. C'est quand justement la souffrance s'en va, et là je me dis, ah, mais c'était ça en fait qu'il fallait que je fasse. Ah, mais il suffisait de se positionner comme ça dans la vie pour que ça se passe bien, et ça m'inspire. Donc effectivement, moi c'est plus l'évolution qui m'intéresse que la peine. Parce que parce que la peine elle va, elle vient, alors que l'évolution, c'est quelque chose de constant, quoi. On avance toujours, on apprend toujours, en tout cas quand on le souhaite. Enfin, moi vraiment, depuis que consciemment je fais un travail d'évolution, il n'y a pas un jour où je découvre pas, où j'apprends pas, quoi. Et c'est ça qui m'inspire pour écrire. Tu comprends quoi dans ton travail d'évolution ? Mon travail d'évolution, c'est un travail spirituel, c'est un travail de positionnement dans la vie, un travail de... ça consiste en quoi ? Par exemple, aller, je sais pas, si on a un blocage, si on a très très peur d'aller parler à quelqu'un, de savoir qu'en fait, de passer cette peur, ça va aussi nous libérer de quelque chose. Et de justement dépasser sa peur, je crois que c'est ça. Et qui fait qu'on grandit à une vitesse de folie. Et d'ailleurs, c'est un peu un indicateur. Quand quelque chose nous fait peur, ça vaut peut-être le coup d'essayer de le dépasser. Quand quelque chose nous fait plaisir, il faut le faire, parce que je pense qu'on grandit, qu'on peut nourrir quelque chose. Mais quand quelque chose nous semble moche, nous semble dangereux, je pense que ça vaut le coup d'aller le regarder. Vraiment. D'aller regarder droit dans les yeux. Parce que souvent, c'est pas grand-chose en plus. Ouais. En tout cas, y a pas, c'est jamais une question de vie ou de mort, quoi. Quand ça relève de la psychologie, on croit que c'est une question de vie ou de mort, mais une fois que c'est dépassé, t'es là genre, ah, mais c'était que ça. Ok. Ouais, ou au pire, même si c'est douloureux, c'est jamais autant qu'on ne le pense, quoi. Oui, puis une fois qu'on est dans la situation qu'on n'a jamais voulu avoir, enfin, je sais pas, il y a des fois on dit, mais si j'étais dans telle situation, mais jamais je m'en sortirais, et des fois on s'y retrouve. Et en fait, on gère, quoi. Enfin, moi, il m'est arrivé un truc comme ça, j'avais composé tout un album une fois. Il y a une fois. Oh, une fois. Et on a travaillé 3 ans avec deux musiciens ingénieurs du son et le dernier ingénieur du son, par accident, à effacer tout l'album. Et moi, c'est un truc que j'y pensais souvent. Je me disais, mais putain, comment je fais si jamais tout est effacé et tout. En faisant des sauvegardes de l'album, il a tout effacé. Ouais. Donc c'était assez absurde comme truc, et je me suis retrouvé dans cette situation, et ça n'a pas été facile pendant peut-être 2 mois, et en fait après ça a été un tremplin énorme, quoi. Un tremplin énorme pour pouvoir réécrire, pour pouvoir recommencer à travailler sur moi, parce qu'il y a eu une période aussi où j'étais moins dans l'introspection, j'étais moins dans l'évolution, dans la spiritualité, dans ce genre de choses, et ça m'y a aussi ramené de manière assez radicale, et du coup j'ai pu vraiment décupler plein de choses. Parce que c'était quoi ton approche avant de la spiritualité et peut-être plus et après, du coup? En fait, il y a eu ça a été un peu en 3 phases, c'est-à-dire que quand je travaillais donc avec ma kiné qui était aussi coach en développement personnel, c'était très très fort, on va dire, de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans. Ensuite je suis arrivé à Paris, j'ai continué, mais c'est vrai que j'étais moins dans la pratique quotidienne. Mais qu'est-ce qui était fort et c'était quoi la pratique? Tu vois, concrètement. C'est comme quand on fait une thérapie, quoi, où en fait on voit quelqu'un, donc on fait le point, donc on avance, donc on se pose des questions, on met en pratique les conclusions qu'on a tirées au préalable, et les choses avancent. On arrive à se séparer de certaines personnes, on arrive à s'approcher de certaines personnes pour créer une relation, on arrive à monter des projets, à dépasser sa peur de, par exemple, j'en sais rien, je vais donner un exemple qui a été fort pour moi à un moment, de monter sur scène avec mon projet, ça sans avoir appris à me connaître, sans savoir... comment mes peurs fonctionnaient, comment moi je pouvais les dépasser, jamais j'aurais fait ça. Donc c'est à ça en fait ça sert à construire sa vie sans se foutre des embûches tout seul, parce que les embûches aujourd'hui je suis vraiment persuadé qu'on se les met seul,
que rien n'est un problème. Ou alors que tout peut être contient un problème et une solution en même temps. Et je crois vraiment que c'est notre positionnement et notre grille de lecture de la vie qui fait qu'on souffre et qu'on regrette, ou qu'on évolue, qu'on avance et qu'on se crée une vie sur mesure, quoi. Donc il y a eu une phase, effectivement, quand je suis arrivé à Paris, j'ai beaucoup travaillé, je faisais beaucoup de spectacles avec mon école et puis à côté aussi. Donc il y a eu... j'avais pas tellement le temps de penser à ce moment-là, j'étais tellement dans l'action, ce qui était très bien. Et puis après, en commençant à faire de la musique, en entrant dans une école de musique, j'ai réalisé que j'étais très content, mais j'avais aussi beaucoup de blocages, de peurs, de fantasmes, et là, je me suis coupé un peu de rapport à la spiritualité, au développement personnel. Je suis tombé dans un truc un peu de stress et oui, voilà, j'étais dans un endroit que je connaissais pas et pas forcément hyper bien, mais j'avais très envie, donc j'ai appris, j'ai fait des projets qui n'ont pas forcément... Tu parles de ton école ? À partir de mon école de musique, et puis même après, le milieu musical était un milieu, même si j'avais longtemps que je chantais, que je connaissais moins bien que le milieu plus théâtre, danse, chant, enfin en tout cas vraiment le milieu pur de la musique, des musiciens, de faire des albums, de tout ça. Ça m'intéressait, ça je connaissais sur le papier, mais c'est vrai que c'était pas du tout les mêmes mentalités que forcément dans le monde du théâtre, c'était différent, quoi. Et puis je pense que, en fait, je sais même pas si c'était différent, mais moi j'avais beaucoup plus d'ambition là-dedans, mais du coup j'avais aussi beaucoup plus de peur. Peur de rater, donc il a fallu du temps. Et tu disais que tu te sentais pas à ta place, c'est pas ce que t'as dit. Non, je dis pas que je me sentais pas à ma place, c'est que je sais pas si c'est ce que j'ai dit, mais en tout cas ce que je voulais dire, c'était que un peu différent. Comme j'avais des rêves très très grands par rapport à la musique, du coup j'avais aussi des peurs très très grandes qui allaient avec. Le théâtre, c'est quelque chose que j'aime, mais c'est pas mon ambition, c'est pas mon... je me réveille pas le matin en pensant à ça. La musique, si, c'est vraiment quelque chose qui me fait avancer, quoi. Et du coup, et encore aujourd'hui, hein, je travaille plus en faisant du théâtre qu'en faisant de la musique, parce que je pense que pour des choses importantes, j'ai besoin de prendre plus le temps, de savoir où j'en suis, de composer des chansons qui me plaisent vraiment, de préparer des concerts qui ont vraiment du sens pour moi. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il a fallu que je me libère de certaines grosses peurs avant de pouvoir vraiment être dans l'action par rapport à la musique. Ça a pris un peu plus de temps. Et donc, c'est une fois que cet album est parti que j'ai recommencé à aller vers le développement personnel, vers un travail intérieur. Et là, ça a redécollé et j'ai pu faire beaucoup plus de choses. Tu disais que c'était important d'amener ton projet justement sur scène. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé une fois quand t'as réussi une échéance comme ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien, on est content. On est content. Enfin, moi, en l'occurrence, j'étais très content parce que j'ai fait un très bon concert où je m'étais beaucoup préparé. Et du coup, j'ai plus qu'à kiffer quand c'était le moment de le faire. Donc, en fait, je sais pas, pendant plusieurs jours après, on sent une espèce de... Déjà, on est bien, on se sent bien. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais vraiment la sensation d'avoir accompli quelque chose d'important, d'avoir plus de confiance en soi, de savoir qu'on peut recommencer aussi. Et que ça va, il y a de grandes chances que ce soit très agréable. Enfin, ouais, c'est une vraie satisfaction. Et puis surtout, c'est pas tellement le fait d'avoir obtenu ce qu'on voulait, c'est comment on a fait, enfin, qui on est devenu pour arriver jusqu'à ce but-là. C'est tout le travail qui est en amont. J'aurais pas pu, à partir du moment où j'ai décidé de faire le concert, de monter sur scène pour la première fois avec mon projet, je m'étais donné 2 mois. Je me suis dit, voilà, là, j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, je me donne 2 mois ou 1 mois et demi, je sais plus quelles étaient les échéances, pour me préparer, pour faire des répètes, pour trouver le bon lieu, pour trouver les bonnes personnes avec qui travailler et tout. Et ça a été un vrai travail parce que j'ai voulu raconter une histoire, donc j'ai mis les chansons dans un certain ordre. Après j'ai répété, j'ai cherché des salles, on a refait le set live avec le DJ avec qui je travaille. Enfin, donc tout ce mois et demi, ces 2 mois de travail, ça a été aussi... je suis devenu quelqu'un d'autre pour pouvoir faire quelque chose que j'avais jamais fait, quoi.
Donc il y a une phrase de Tony Robbins, un grand coach en développement personnel américain, qui dit le but d'un objectif n'est pas d'atteindre l'objectif. Le but d'un objectif, c'est qui on devient pour obtenir tout ce qui se passe pendant. Tout ce qui se passe pendant. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est que combien de fois on s'est acheté un truc qu'on pensait absolument vouloir et on l'avait, on était content pendant 2 jours et puis après on était là, bon d'accord, ok, maintenant je veux le truc mieux, je veux le truc au-dessus, finalement ça me satisfait pas. Donc il n'y a pas de processus dans ces moments-là. Donc je pense vraiment que le processus est la chose la plus importante, quoi. Et à travers tes différents métiers, il y a quand même... alors, peut-être je me trompe complètement parce que je suis très très loin de ce que peut être un acteur, ou d'imaginer ce qu'est un acteur. Est-ce que tu as une notion de contrôle permanente de ta vie? Oui, mais juste... Enfin, après, le contrôle, je sais que ça peut être un terme très positif comme très négatif. Ouais. Tiens, tu le vois comment, toi? Moi, je le vois comme quelque chose de négatif. Enfin, en tout cas, moi, j'aime maîtriser les choses. La maîtrise et le contrôle, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le contrôle, pour moi, le contrôle, c'est vouloir que rien ne nous échappe. Et la maîtrise? Et la maîtrise, c'est savoir très bien faire quelque chose. Et donc, du coup, avoir juste à faire son taf et les choses autour ne... Oui, la maîtrise me semble être quelque chose de plus intérieur, alors que le contrôle, c'est contrôler ce qui se passe à l'extérieur et donc être dans une forme de névrose d'une certaine manière, parce que ce que les gens font, ce que la météo fait, c'est des choses qui ne sont pas contrôlables en fait. Et moi, justement, mon travail à moi, ce que je cherche à faire, c'est justement d'essayer de ne pas être dans le contrôle des choses, mais plus de maîtriser mes compétences, maîtriser ma voix, mon jeu, ma composition, savoir travailler sur ces choses-là, ma prestance scénique, et de ne pas essayer de contrôler les événements extérieurs. Sauf que j'ai tendance à le faire, donc j'essaie de me libérer un peu de cette tendance-là. Et en tant qu'acteur, je pense pas que je sois un acteur, comment dire, comme je le fais pas avec... comme c'est presque un cadeau d'être acteur, dans le sens où c'est un moyen très... C'est pas un truc de vie ou de mort. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas mon rêve. Ouais. J'ai pas d'ambition dans l'acting, c'est un plaisir. Et en plus, c'est lucratif, en tout cas assez pour que je puisse ne faire que ça, en plus de la musique que je fais. Donc pour ça, c'est génial. Mais par contre, c'est pas quelque chose que j'essaie de contrôler, c'est plus... J'ai l'impression que ça me vient, et j'ai vachement de chance pour ça. J'ai beaucoup de chance. Il y a des personnes qui t'ont inspiré particulièrement? Oui, beaucoup. Beaucoup. Dans les artistes que j'aime, beaucoup de filles très bien, comme Madonna, Brigitte Fontaine, Grace Jones. J'adore Janis Joplin aussi. Pourquoi ces femmes-là? Parce que je crois qu'elles sont exactement ce qu'elles sont. Elles s'excusent pas d'être qui elles sont. Ouais. T'as pas le choix en fait. Si tu prends, tu t'en vas. Et je trouve que ça... Déjà d'avoir la force d'être capable de faire ça, je trouve que ça demande soit beaucoup de force, soit d'avoir beaucoup travaillé sur soi. Enfin, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui relève de la puissance. Parce que je trouve qu'on est dans un monde où on nous demande de tous se ressembler. Ça m'intéresse pas du tout de ressembler aux gens, ça m'intéresse pas d'être entouré par des gens qui se ressemblent. J'ai que des amis extrêmement différents qui viennent pas des mêmes milieux sociaux. J'ai grandi dans une famille où mon père est français, ma mère est française aussi, mais elle est née en Égypte, ses parents venaient d'Ukraine. Ils ont adopté mon grand frère qui est d'origine algérienne. La moitié de ma famille est américaine, ils habitent aux États-Unis et en France. Donc moi je suis né dans un endroit où les gens étaient différents. Et c'est ce que j'aime en fait. Je souhaite pas rencontrer des gens qui me... Enfin, si, j'aime les gens qui me ressemblent parce que j'aime les gens qui essayent d'avancer et d'être ouverts et de comprendre les autres. Mais par contre, ça peut s'exprimer sous n'importe quelle forme. Donc, les gens qui m'inspirent sont souvent des gens qui sont pleinement eux-mêmes. Et le fait que ce soit souvent des femmes, je pense que... Je sais pas si ça a un grand intérêt.
À contrario, est-ce que t'as du coup des hommes peut-être qui Pas t'inspirent? beaucoup. Pas tellement, je crois. Il y en a, si, bien sûr, il y en a. J'adore Marilyn Manson, j'adore David Bowie. J'aime... qui est d'autre? Enfin, voilà, il y a ces deux-là. Eminem, dans les artistes vraiment que j'aime bien, mais c'est pas des gens... ils m'inspirent quand même, ils m'inspirent. Mais je sais pas, je suis plus sensible... je trouve que c'est pas pareil d'être pleinement soi-même quand on est un homme que d'être pleinement soi-même quand on est une femme. Ça demande plus de courage quand on est une femme, peut-être. Donc c'est peut-être ça que je ressentais aussi. Des femmes qui avaient vraiment un caractère assez puissant pour ne pas se limiter et qui n'ont pas laissé la société les limiter. Et pourtant, Dieu sait que la société a essayé de limiter des gens comme, je pense à Madonna notamment, qu'elle s'est fait traiter de sorcière, de salope, de pute pendant toute sa carrière. Encore aujourd'hui, on lui dit qu'elle est trop vieille pour faire ce qu'elle fait, alors que je trouve que justement, elle a pas le droit de le faire et elle le fait quand même et elle s'en fout. Elle vit sa vie. Et je pense que la vraie révolution aujourd'hui, c'est de vivre sa vie, d'être pleinement soi-même. C'est peut-être l'acte le plus politique qu'on puisse faire. Et c'est ce que je souhaite faire aussi. Et si tu devais encourager... Enfin, si tu pouvais, par exemple, te recroiser... Tu sais, je suis réveillée là. Quand t'avais, je sais pas, peut-être 15 ans 15 ans. Qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais, je me dirais, fais des cours de danse, déjà. Prends des cours de piano. Mais je crois que je me dirais, continue comme ça. T'as les boules, t'es en colère, tu veux tous les buter, mais c'est qu'une matrice. Et le jour où t'as compris que c'est qu'une matrice et que tu comprends les règles, il y a tout qui change pour toi. Donc, t'inquiète pas. Il y a beaucoup plus dans la vie que ce que tu vois et que ce que tu crois. Et ça va aller en s'arrangeant. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Donc, c'était qu'une matrice, ne t'inquiète pas. Si tu pouvais imaginer Dimitri dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que je voudrais dire à moi dans 10 ans? Ouais. Bah, si j'ai tout foiré, je me dirais... mais regarde-toi, c'est navrant, t'as flippé toute ta vie et t'es devenu qu'une merde. Et si... c'est horrible. Et si je réussis ce que je veux entreprendre, et si je continue de travailler pour évoluer et pour grandir, je me dirais merci, je pense. Ouais, mais pourquoi t'es dur avec Dimitri dans 10 ans? Peut-être s'il a raté 2-3 coches. Non, c'est pas 2-3 coches, s'il a lâché l'affaire. S'il a lâché l'affaire et qu'il a dit non, j'ai peur, je préfère la sécurité à l'évolution. T'es pas parti pour être là-dedans, en tout cas. Oui, voilà, c'est pour ça que je rigole un peu. Mais non, si j'ai lâché l'affaire, je me pose une droite, et si j'ai continué, je dirais merci. Bon, ça rejoint un petit peu la question pour terminer de qu'est-ce que tu ferais de plus si tu n'avais pas peur? Alors j'ai bien compris que ton alter ego sur scène, c'est n'a pas celui-là. peur. N'a pas peur. Qu'est-ce que je ferais de plus si j'avais pas peur? Je sais pas. J'irais plus vite. Plus vite. Plus vite. Comment dire? Je passerai à l'action plus vite dans tout ce que je veux entreprendre. Je retournerai moins le problème dans tous les sens. Je dirais plus les choses aux gens aussi. Mais qu'est-ce qui t'en empêche là actuellement? Qu'est-ce qui t'empêche déjà de pas faire les choses plus vite, par exemple? Parce que avant de vraiment agir, de vraiment passer à l'action, de vraiment passer le coup de fil, de vraiment poster la chanson, de vraiment... je réfléchis avant. Je me dis, ah non mais attends, est-ce que c'est la bonne solution? Je fais... Et c'est quoi ces questions? C'est quoi les questions que tu te poses? Quelle est la meilleure solution? Quelle est la meilleure façon de faire? Qui sont des bonnes questions en soi, tu vois, mais je sais que j'ai tendance à... Mais elle est meilleure pour qui? Elle est meilleure pour toi ou pour les autres? Pour moi. Ouais. Pour moi, quelle est... c'est juste que j'ai tendance à parfois tellement tout triturer dans tous les sens que j'agis pas et j'avance pas forcément. Si j'avais pas peur, je pense que j'agirais plus.
plus régulièrement. J'agis déjà dans ma vie, mais j'avancerai plus vite en agissant plus. Aussi, je dirais plus les choses aux gens, je crois. Des fois, j'ai peur de blesser les gens, donc je vais pas forcément leur dire, alors qu'en fait, c'est idiot de faire ça, parce qu'on rend service à personne. Et parfois, l'amour, c'est aussi dire quelque chose à quelqu'un qui ne lui plaira pas, ou qui le mettra face à une vraie peur. Mais je pense que ça, c'est de l'amour. Et j'aime bien l'amour. Donc voilà. Mais ça va, j'ai pas trop peur en fait dans la vie, je crois. Ouais. Je suis assez confiant. Il y a des moments de rechute où, parce que comme tout le monde, on a des angoisses. Enfin, j'ai des angoisses. Et il se passe quoi en ce moment de rechute ? Je bouffe. Je bouffe, je bois. je dors bouffe, plus, bois. je fais la fête. Il se passe que j'angoisse, que je suis moins serein. Mais ça repart vite. Parce que j'arrive quand même à me détacher de mes peurs, à me rappeler que c'est pas moi, mais c'est juste un fonctionnement de protection, de machin, de trucs. Donc voilà. Mais des fois, ça revient avec fracas, quoi. Mais ça va, j'arrive à m'en sortir quand même assez vite. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ou suivre tes actualités ou sur Facebook, sur Instagram. Tata Quinzel, c'est le nom de mon projet et de mon... Ton alter ego. Mon alter ego, mon personnage qui n'est pas un personnage sur scène. Donc pour l'instant, j'ai pas encore posté trop de choses, mais je vais sortir un premier titre prochainement, courant avril, je pense, fin mars courant avril. Et donc oui, Facebook, Instagram et YouTube du coup sur Tata Quinzel, TATAKWINZEL. Ok. Bah, je te remercie en tout cas. Merci à toi. Salut Dimitri. Bye. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. C'était le 2e épisode de Première Ride. Un grand merci pour votre écoute, pour les mails et les SMS de soutien. Si comme Dimitri vous souhaitez participer au projet et apporter votre témoignage, vous pouvez me contacter à l'adresse mail premièreride@gmail.com au singulier et en un seul mot, ou via la page Facebook du podcast. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez y laisser une note sur iTunes et encore sur la page Facebook. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à le diffuser sur vos réseaux sociaux parce que ça reste vraiment la meilleure façon de le faire connaître et grandir. D'autres épisodes sont en cours de préparation, donc on se retrouve bientôt. Salut!